nouvelle série de vidéos coup de gueule, coup de cœur. Nous avons besoin de vous, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, likez, s'il vous plaît, abonnez-vous et travaillez à la diffusion massive de ces idées. Amitié insoumise. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une nouvelle vidéo s'inscrivant dans la catégorie coup de cœur, coup de gueule. Il s'agit plus précisément en fait d'un coup de gueule. Celui-ci a pour but de donner à réfléchir sur quelque chose avec lequel théoriquement je suis d'accord, mais me paraît plus que difficilement faisable. Aux confins d'une forme de vœu pieux, si on va aller par là, je veux dire une fois le concept énoncé et qu'il s'agit de l'appliquer. En outre, c'est quelque chose pour lequel on propose une méthode dans le programme. Ça a été pensé, c'est quelque chose pour lequel on a des propositions sur lesquelles je reviendrai dans une vidéo ultérieure, mais sur lequel il y a un angle mort et de ce fait avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens, à gauche en particulier, mais je pense sans savoir ce que cela impliquerait dans les faits. C'est justement pour cela que je souhaite partager mon avis sur la question. Le sujet de cette vidéo est la professionnalisation de la politique, ou plutôt la déprofessionnalisation de la politique, pour être plus exact. Évidemment, il va sans dire que c'est quelque chose de souhaitable en tant qu'idée ou de concept. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point, dans la mesure où cela évite certaines affres liées à la professionnalisation de la politique et qui ont tendance à dégoûter de la vie politique d'une manière générale. Ainsi, normalement, si tout est bien effectué comme il se doit, fini les allers-retours public-privé, le pantouflage ou le rétro-pantouflage. Il va sans dire que s'assurer que certaines personnes ne bénéficient pas de leur statut, mandat, etc. est quelque chose de souhaitable. Et je n'ai évidemment rien contre cela. Le problème, pour ce qui me concerne, c'est qu'un tel changement ne peut se faire, selon moi, que par le prisme d'un changement, mais alors complet de la société. C'est difficile, dans l'état actuel des choses, de penser que cela puisse être réalisé si on continue à être confronté à un système où 1. On fait un choix unique, donc on sélectionne un bulletin parmi une liste sans prêter cas d'autres sensibilités qu'on pourrait avoir, et qui a donc une prime à la connaissance ou reconnaissance. 2. Que 90% des médias sont dans les mains de 10 milliardaires et qu'ils sont en mesure, comme en 2017, de faire passer d'un statut de limite inconnue, enfin pour beaucoup, et donc comme neuf quelqu'un que le système a choisi. Même si dans les faits, il n'en est rien, comme ça a été fait en 2017. Pour rappel, les médias ont réussi le tour de force de présenter et de réussir à faire passer une personne s'avérant être ministre de Hollande dans deux différents ministères pour quelqu'un de nouveau en politique. 5 ans dans les ministères, c'est neuf, je ne le pense pas. Il faut être réaliste sur un point important. Pas de système médiatique aux mains de l'oligarchie et pas de victoire du président Macron lors de la dernière élection présidentielle. Aucun doute là-dessus. S'il l'a été, c'est le fruit d'un battage médiatique incessant. De une de magazines à répétition, bref, un matraquage en bonne et due forme, empêchant le candidat de passer inaperçu, même pour les personnes les moins connectées ou qui s'intéressent le moins à la vie politique du pays. D'autant qu'on ne va pas faire comme si on ne connaissait pas les techniques de bourrage de crâne. Répéter le même message faux, sur un air sachant ou encore avec une grande assurance, en particulier sans contradicteur en face, est l'assurance de convaincre un bon nombre de personnes. Beaucoup de gens subissent ces infos plutôt que de réfléchir, certains pensant aussi que les médias sont de bonne foi, en ignorant aussi les connexions des milieux d'affaires avec le monde médiatique. 3. Sans lecture des programmes, on restera dans l'aspect communication et tête connue par le plus grand nombre. Or, comment pourrait-on déprofessionnaliser sans que les lecteurs agissent de façon adulte et prennent conscience de ses responsabilités? Soit, passe à l'action en prenant conscience de ce qui est proposé, qu'ils votent en conscience. Les idées sont ce qui compte. Toutefois, pour rappel, beaucoup de gens interrogés en 2017 évoquaient des raisons des plus loufoques pour afficher leur soutien pour le président élu en 2017. Il est beau, il est jeune. Voilà quelques arguments qu'on avait pu entendre. De même, on avait entendu, concernant le candidat républicain, que quelqu'un avait voté pour lui car il portait bien le costume. 4. Le contexte droite-gauche. Il est évident que droite et gauche ne se valent pas et que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Pour la droite, en s'appuyant sur les médias mainstream, en venant de positions de pouvoir ou encore en déployant de vraies campagnes médiatiques, on peut parvenir à mettre suffisamment l'accent sur un candidat ou encore à détruire l'image d'un adversaire. L'imbrication au système économique est une vraie garantie pour le candidat aussi. À gauche, j'entends une vraie gauche, pas la droite avec un faux nez. Le procédé est complètement inversé, le candidat est systématiquement caricaturé, moqué, voire insulté. Il passe son temps à répondre à des attaques montées de toutes pièces. On fait comme s'il y avait une démocratie, une égalité des chances, du temps de parole.
Mais même lorsque le temps est en fin de compte équivalent, ce qui n'est pas si fréquent, les choses ne sont pas pareilles. À gauche, on passe son temps à répondre à des pics, plutôt que de parler d'idées. On diffuse des émissions tard dans la nuit pour rééquilibrer le temps de parole, heure auquel presque personne n'est devant son écran. La différence majeure n'est pourtant pas celle-ci. Il s'exerce une énorme pression sur les candidats d'une gauche relativement radicale, jugée un peu hostile à l'entreprise, difficile de marcher devant et de ne pas rencontrer les stigmates. Ainsi, peu nombreuses, pour le moins qu'on puisse dire, seront les entreprises désireuses de s'attacher les services de personnages devenus publics et identifiés à l'AFI, par exemple. Et que cela va même encore plus loin. Certains sont virés pour ce genre d'appartenance. Alors, ma question est, on fait quoi ? On laisse des gens qui marchent devant et portent nos couleurs mourir ou dépérir, faute de solution, pour mener des vies normales ? La vérité est que ce n'est pas un secret. Pourquoi la majeure partie des élus insoumis sont des anciens fonctionnaires ou autres agents de la fonction publique? C'est parce qu'ils restent relativement protégés de leur engagement et de la reconnaissance de leur appartenance, ni plus ni moins. Qui est prêt à parier que des gens travaillant sur une plateforme d'appel ou autre aura des débouchés dans le privé après une forte identification? Pour ma part, certainement pas moi. Et puis, des disponibilités de 5 ans dans le privé, peut-on y croire? Là encore, pas moi. Je n'y crois pas. Alors, il y a sans doute des exceptions, mais elles restent des exceptions. Les Olivier Besancenot, par exemple, ne sont pas légion. Les Philippe Poutou non plus. En outre, la relative sympathie et reconnaissance dont jouit ce dernier est le fait d'éclat médiatique durant le débat de 2017. Mais sinon, qui le connaissait? Autre exemple. En dehors de personnes de cercle militant, qui connaissait Aurélie Trouvé ou encore qui connaissait Manon Aubry? Et combien ne les connaissent toujours pas? Alors que reste-t-il en l'absence de moyens équivalents à ceux de nos adversaires? Obtenir un poste dans une structure politique et se faire connaître. Bref, la professionnalisation de la politique. Jean-Luc Mélenchon, sénateur, conseiller départemental, député européen, député de la Nation et candidat à la présidentielle pour la 3e fois. 618 000 abonnés sur YouTube. François Ruffin. Des années de militantisme ou de journalisme militant, réalisateur de films engagés à succès, mais peu vu sur la scène politique avant récemment. 163 000 abonnés sur YouTube. Adrien Quatennens. Jeune député du Nord, désormais coordinateur de la FI et donc profil très en vue depuis peu, mais clairement identifié sur une période plutôt courte. 1000 abonnés sur YouTube. Jean-Hugues Rattenon, j'aime beaucoup notre député de La Réunion, il parle avec les tripes et ses discours ont une vraie résonance. Mais il a très peu de vues, aussi de par sa mise en lumière très récente. Voilà, hormis le côté bon client médiatique, qui joue aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. CQFD pour ce qui me concerne. Les personnes politiques de gauche, faute de moyens équivalents à nos adversaires, mettent beaucoup de temps à être identifiées. D'autant qu'il est toujours difficile de pisser contre le sens du vent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je trouve que la déprofessionnalisation de la politique, même souhaitable, reste tout de même difficile. C'est une situation désavantageuse pour les représentants du peuple, et non des élites. Pour voter pour la France insoumise, allez. Si tu aimes notre travail, n'oublie surtout pas de t'abonner et de partager cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles aventures.